Secondly, the audacity for Brigitte Macron to call me a bully. When we just watched Brigitte physically assault her husband on the world stage, you pummeled him. You beat him. You're the bully. You're over here. Oh, I don't like Candace's words. You whooped your husband in front of the entire world on a plane. You're the bully. You're the bully, Brigitte. And you've been bullying him, I would bet, since he was 14 years old. I think you've been grooming him. And that's the worst kind of bullying in my viewpoint. Bonsoir et bienvenue dans cette émission. Je vérifie juste que le son est bon, ça a l'air d'être le cas. Merci d'être au rendez-vous pour une émission évidemment qui promet d'être dense sur un sujet que j'ai déjà abordé à un certain nombre de reprises depuis un certain nombre de mois pour des raisons bien sûr que je vais également rappeler ce soir. Tout d'abord, je tiens vraiment à vous remercier de votre fidélité. Je suis très heureux de voir que cette formule vous plaît et que ma manière d'aborder l'actualité à travers vraiment un regard de pensée complexe et de décryptage socio-anthropologique a l'air de convenir en tout cas à un certain nombre de personnes. Et donc je me réjouis de revenir avec vous sur cette affaire qui n'en finit pas de continuer et notamment à la faveur en effet, d'une plainte déposée par le couple Macron à l'encontre de Candace Owens. Alors Candace Owens, je vous ai montré un petit extrait de son avant-dernière émission avant le générique. C'est cette journaliste indépendante américaine qui a sa propre chaîne et son propre podcast et qui a comme autre caractéristique d'être particulièrement qu'est-ce qu'il faut dire? Agressive serait probablement un peu exagéré, mais en tout cas tonique dans sa manière d'aborder les sujets qu'elle développe. Et là, en l'occurrence, elle répondait à l'accusation des Macron par leur avocat, qui disait en substance, qui accusait Candace Owens de harceler le couple présidentiel. Alors, harceler, c'est un terme qu'on traduit souvent en anglais par bully. Et bully, ça a une caractéristique, c'est pour ça que ça a été traduit par tyranniser dans les sous-titres, c'est vraiment prendre quelqu'un pour un souffre-douleur et faire usage de sa force pour le maltraiter. Vous voyez, un peu comme ces fiers à bras des préaux d'école qui vont tyranniser d'autres enfants en les prenant comme souffre-douleur. Alors, j'indiquais effectivement que l'affaire fait du bruit et ça n'est pas terminé. Mais en préambule, j'avais envie de revenir sur un petit peu de technique. Alors, je m'en excuse par avance aux personnes que cela intéresse moins. Comme diraient nos amis québécois avec leur délicieux parler, ça sera pas long. Mais je tiens quand même à redire une fois de plus quelle est la méthodologie de connaissance qui est la mienne et pourquoi elle est configurée ainsi que c'est le cas. D'abord, je pars du principe qu'on ne peut pas avoir une certitude définitive sur quoi que ce soit. Même les informations qui ont l'air les plus fiables ou les plus recoupées, même les théories scientifiques qui ont l'air du mieux tenir la route sont susceptibles d'être remises en question tôt ou tard. Et le mieux qu'on puisse faire, c'est présenter des approximations, des hypothèses, qui dans certains cas sont très solides et tiennent bien la route, mais je redis une fois de plus qu'éviter les certitudes est pour moi fondamental dans ma démarche. Je donne un exemple tout bête. Si je saute sur place, il est plus que probable que je vais retomber au sol plutôt que de m'envoler dans l'espace. Ça a toujours été mon expérience. La probabilité est probablement de 99 millions sur 100 millions, mais toujours est-il qu'il peut par hypothèse se produire de manière totalement inattendue autre chose. Donc, ça sera une conviction, mais ça ne peut pas être une certitude. Et dans des questions dans lesquelles il y a des points d'interrogation, il s'agit de rassembler des faisceaux d'indices pour essayer de comprendre au mieux ce qu'il se déroule. Alors je donne par exemple
Un petit exemple autour du thème des vaccins anti-Covid dont on nous a dit d'emblée qu'ils étaient sûrs et efficaces. Alors déjà, pour quelqu'un qui connaît un tout petit peu ce sujet, ça pose question. C'était mon cas, parce qu'on sait depuis 2013 que l'industrie pharmaceutique a comme principal ressort de corruption de prétendre à peu près systématiquement que les remèdes sont sûrs et efficaces. Vous voyez, je vous cite un article de la littérature qui est intitulé « La corruption institutionnelle de l'industrie pharmaceutique et le mythe des remèdes sûrs et efficaces ». Donc quand on arrive en nous disant « Ah, vous allez voir, c'est génial, le vaccin est sûr et efficace », si vous n'avez pas connaissance de cette recherche, vous vous direz, bon, je peux faire confiance à mon médecin, je peux faire confiance à mon gouvernement, s'il me dit que c'est sûr et efficace, c'est probablement que ça l'est. Mais si vous connaissez ça, vous vous dites, ok, c'est ce qu'ils disent à tous les coups, accessoirement, ils s'en fichent de savoir les dégâts qu'ils commettent dès lors qu'ils peuvent encaisser plein de pognon. Ils disent tout le temps que c'est sûr et efficace alors qu'on n'a pas vraiment de moyen de le savoir. Ça peut être sûr et efficace, mais ça peut n'être ni sûr et efficace. Et puis en fait, aucun remède n'est entièrement sûr et entièrement efficace. C'est au mieux souvent efficace et à peu près sûr. Donc vous voyez, tout de suite, il y a, j'ai envie de dire, un recul et une pondération. En l'occurrence, j'ai vu très vite que les études préliminaires étaient complètement faussées. Les études qui ont été publiées par Pfizer pour dire « regardez, c'est sûr et efficace » étaient truquées. On voyait qu'il y avait un ensemble de difficultés dans l'étude à 6 mois, mais en fait à 2 mois, il y avait plus de morts chez les vaccinés que chez les non-vaccinés. Il y avait 4 fois plus d'incidents cardiaques dans les vaccinés que chez les non-vaccinés. Donc c'est pas du tout sûr et efficace. Et qu'ont fait les chercheurs à ce moment-là? Ils ont vacciné tout le monde pour qu'on puisse plus faire de comparaison après. Ils ont dissimulé les éléments que je vous indique. Ils n'ont pas tenu compte de toute la remontée d'effets indésirables qui était beaucoup plus massive que avec n'importe quel autre soi-disant vaccin. Et puis, ils ont mis en œuvre un système de répression. Mon éminent confrère Laurent Mucchielli vient de publier un très bon article, je vous en donne la référence, dans lequel on montre qu'il y a eu un tabou médiatico-politique, c'est-à-dire qu'en fait, les chercheurs n'avaient pas le droit de parler de la réalité des effets indésirables des vaccins anti-Covid. Et donc, à la lumière de tous ces éléments, je ne peux qu'arriver à la conclusion que ces maudites injections étaient tout sauf sûres et efficaces. C'est-à-dire que pour expliquer tout ce que je viens vous décrire, en dehors d'une intention malveillante qui pour moi est évidente, il faudrait un ensemble de concours de circonstances imprévues comme vous sautez en l'air et vous ne retombez pas, qui en l'occurrence est tellement improbable que je ne pouvais simplement pas en faire une conclusion personnelle. Alors, en ce qui concerne l'affaire Brigitte, c'est exactement la démarche qui a été la mienne. Je m'y suis intéressé très tôt. Des amis bien intentionnés m'en ont dissuadé en disant « mais ne fais pas ça, tu vas passer pour un complotiste, on va te dire que tu t'intéresses à des sujets graveleux ». Mais ma position, ça a été de dire « c'est un fait social ». Dès lors qu'il y a des rumeurs qui circulent et qui font que ça parle et que ça questionne dans l'espace public, c'est un fait social, donc on a le droit de s'y intéresser. Ce fait social aurait pu être totalement absurde. Il y a eu des précédents, comme la fameuse rumeur d'Orléans à la fin des années 60, qui est une rumeur complètement fausse, qui a commencé à circuler dans la ville d'Orléans, Edgar Morin s'y est intéressé, une histoire que des jeunes femmes disparaissaient dans le sous-sol d'une boutique où elles allaient essayer des vêtements et qu'il y avait une traite d'êtres humains qui était orchestrée depuis cette boutique. C'était vraiment une hallucination collective. Rien de cela n'était vrai, mais ça a mis Orléans en panique pendant quelques semaines. Ça reste un sujet social hautement intéressant. Donc il n'y a rien d'indélicat ou de critiquable dans le fait de s'intéresser, par exemple, à la rumeur au sujet de l'identité de genre de Brigitte Macron. Mais en l'occurrence,
une fois que je me suis intéressé aux faits qui étaient présentés par ceux qui disaient qu'il y avait un problème, eh bien, il n'y avait, à l'encontre de la rumeur d'Orléans, pas rien du tout. Il y avait au contraire un nombre d'anomalies absolument exceptionnelles entre le récit qui nous était présenté par les intéressés et tout le système médiatico-politique. Il y avait des enjeux à l'évidence importants parce que ça touchait à la tête de l'État dans un contexte anormal où nous le verrons. Brigitte a un évident ascendant, pour ne pas dire une emprise sur Emmanuel, ce qui n'est pas prévu dans nos institutions à ce que je sache. Et puis dans un contexte où très très vite on nous a effectivement dit que c'était honteux d'y réfléchir, complotiste de dire à ça. J'ai eu encore récemment la réaction d'Ahury, je suis désolé, mais je ne peux pas les décrire autrement, qui par exemple ont dit « Ah bah, colporter les rumeurs transphobes contre Brigitte Macron, c'est complotiste. » Évidemment, le monde est simple avec ce genre de fonctionnement neuronal, mais au contraire, si on soulève la couverture et qu'on regarde ce qu'il y a sous cette affaire, on voit apparaître à l'inverse des choses qui méritent qu'on y réfléchisse. Donc je dirais qu'à ce stade, j'ai bien fait de m'y intéresser. J'ai consacré au moins 4 ou 5 émissions à ce sujet. Non pas par voyeurisme au goût du spectaculaire, mais parce que c'était un vrai sujet. Et cela vient d'être confirmé par Éric Dupond-Moretti, le très sulfureux ancien ministre de la Justice et avocat aux pratiques un peu critiquables. Nous le verrons dans cette émission, puisqu'il parle désormais d'affaires d'État. Bon, j'ai eu le nez creux. Et je renvoie bien sûr aux précédentes émissions. Si vous voulez avoir tous les différents éléments de cette affaire, je les résumerai ce soir, mais évidemment qu'on ne va pas faire de nouveau tout l'exposé. Cela a été fait par moi-même ainsi qu'un certain nombre de personnes. Donc je vous renvoie, le cas échéant, aux ressources que je vais partager avec vous ce soir, mais également aux émissions que j'ai moi-même produites, ainsi que toutes celles, parce qu'on verra qu'il y a une articulation très directe, que j'ai consacrée au sujet de la pédocriminalité d'État en France, en sachant accessoirement que ça a été le sujet qui, avec les injections géniques présentées à tort comme des vaccins, m'a valu le plus de censure, notamment de la part de YouTube. Alors à nouveau, je n'avançais que des faits documentés, vérifiables. Donc on peut se demander pourquoi YouTube, qui appartient à Google, c'est-à-dire à l'État profond, la CIA, entre autres, trouve embarrassant qu'on parle des problèmes de pédocriminalité en France. Mais je ne veux pas aggraver mon cas et risquer de nouvelles sanctions, donc je nous laisse tous avec ça. Alors revenons à nos moutons et à nos Emmanuel et Brigitte et Candace, puisque la situation a évolué de manière particulière, et notamment à la lumière de cette plainte qui vient d'être déposée par les intéressés devant un tribunal du Delaware contre Candace Owens, avec un ensemble de griefs dont nous verrons à la fois la nature et les perspectives de succès sur le plan judiciaire. Alors, il faut rappeler que cette démarche fait suite également à une série d'échecs devant la justice française du couple Macron, qui pourtant avait obtenu des condamnations, en particulier contre Natacha Ray et Amandine Roy, qui les premières avaient fait connaître publiquement cette affaire. Et effectivement, les tribunaux de première instance ont été assez soumis, j'ai envie de dire, au poids présidentiel dans un premier temps, mais la Cour de justice de Paris, la Cour d'appel de Paris, vient de rendre dans une de ses procédures une décision tout à fait tonitruante en déboutant Brigitte Macron et Jean-Michel Trogneux de tous les chefs pour lesquels ils avaient demandé une condamnation. Il y a d'autres procédures en cours, notamment d'autres condamnations obtenues à Caen et qui sont actuellement l'objet d'une bataille judiciaire intéressante, puisque les avocats des parties, Diane Prota et François d'Angléan, affirment qu'il y a eu une escroquerie judiciaire. C'est-à-dire que les plaignants ont affirmé que les prévenus avaient tenu des propos qu'en réalité elles n'ont jamais tenus. Alors, les avocats apportent les preuves en disant « voilà ce qu'on impute à nos clientes »
Et voilà ce qu'elles ont effectivement dit dans les émissions concernées. Mais donc, s'ils ont raison, cela veut dire que les tribunaux concernés auraient consenti à une escroquerie judiciaire au détriment de mesdames Ray et Roy. Donc, tout ça pour dire qu'il va y avoir encore d'autres rebondissements dans toutes ces affaires. Cela dit, la plainte au Delaware est la conséquence, bien sûr, de la série que Candace Owens a consacrée à cette affaire qu'elle a appelée Becoming Bridget, en s'inspirant de l'autobiographie de Michelle Obama, Becoming Michelle, et de la collaboration qu'elle avait nouée avec Xavier Poussard. Alors Candace Owens, la plupart d'entre nous la connaissons, effectivement, ça n'est pas une journaliste de formation, elle a quitté ses études de journalisme en cours de route. Après, elle a travaillé dans le marketing, au service de boîtes de stylisme et d'un blog, d'un média en ligne anti-Trump. Alors, elle a viré sa cutie depuis. Et puis, comme c'est quelqu'un d'assez talentueux, elle s'est fait remarquer et elle a commencé une collaboration avec le Daily Wire, qui est effectivement un média conservateur en ligne, mais fortement sioniste. Et Ben Shapiro est vraiment un sioniste pur et dur, j'ai presque envie de dire un sioniste génocidaire, c'est-à-dire qu'il passe tout à Israël et considère que critiquer le génocide en cours à Gaza, c'est être antisémite. Une mélodie à laquelle on est malheureusement un peu habitué aujourd'hui et qui consterne à juste titre de nombreux juifs et de nombreux Israéliens. Et toujours est-il qu'elle a rompu assez brutalement à un moment donné avec The Daily Wire et Ben Shapiro pour créer sa propre chaîne en ligne avec un site internet, une chaîne YouTube et avec cette idée qu'elle est une libre penseuse, qu'elle assume d'être chrétienne. Alors c'est le genre de choses qu'en Europe on a beaucoup de mal à comprendre, mais pour les Américains c'est pas si compliqué que ça, qu'elle est intéressée par la culture, elle est conservatrice et on n'arrive pas à la réduire au silence, ce qui est une assez bonne définition de la personne. Alors, à l'âge que j'ai, vous vous en doutez, j'ai passé précisément l'âge d'idolâtrer certaines personnes, de considérer que certains sont tellement géniaux que tout ce qu'ils disent est juste, que d'autres sont tellement horribles que tout ce qu'ils disent est faux. Donc il y a bien sûr des choses que j'apprécie chez Candace Owens, il y a d'autres choses qu'il est, légitime de contester. Mais toujours est-il qu'on doit lui reconnaître effectivement une forte tête, une liberté de pensée tout à fait évidente, et puis, j'ai envie de dire, une forme d'intégrité personnelle. Ah oui, merci beaucoup pour la remarque. L'avocate d'Amandine Roy est Diane Prota et pas Maude Marian. J'ai tendance à les confondre. Mes excuses aux deux qui sont les deux de remarquables avocates et merci d'avoir corrigé ça. Je fais un tout petit arrêt sur image. C'est extraordinaire de voir l'intelligence collective que permet le genre dispositif comme les émissions en direct. Dans une précédente émission sur Epstein, j'ai commis une erreur au sujet de la société Purdue en l'associant avec le fentanyl, alors qu'en fait c'est l'Oxycontin que Purdue a commercialisé à outrance, et tout de suite, il y a eu des personnes qui, par mail et dans les commentaires, ont corrigé. Et vous voyez, c'est extraordinaire, parce que ça veut dire que si d'aventure je commets des imprécisions, et il est inévitable que cela arrive, tout de suite, il y a des gens qui sont capables de repérer l'erreur et de la signaler. Donc, merci à vous et bravo. Parce que ça veut dire qu'on est précisément en train de construire cette qualité très élevée de réflexion qui a aujourd'hui à peu près totalement disparu des médias mainstream, faut-il le rappeler. Alors, Candace est devenue extrêmement antisioniste. Elle dit qu'elle ne supporte pas, en tant que chrétienne, de voir le massacre des populations sans défense à Gaza et le prétexte qui en est pris. Elle dit « Je préférerais qu'on me coupe un pied plutôt que de supporter Israël dans sa dérive génocidaire. » Et puis, elle qui a appelé à voter Trump lors de la dernière élection, n'arrive pas à avaler le retournement de position de celui-ci au sujet de l'affaire Epstein.
Et donc, elle dit ouvertement, Trump fait n'importe quoi, ça n'est absolument pas un canular des démocrates, c'est évident qu'il y a une affaire gravissime. Le nom de Trump est dans l'affaire Epstein, ce qui est tout à fait vrai par ailleurs, reste à savoir à quel titre il y est, mais enfin, c'est une réalité. Et donc, vous voyez, il faut lui reconnaître son indépendance d'esprit. Alors, à tout seigneur, tout honneur, il faut rappeler aussi le fait que c'est bien sûr Natasha Ray et Amandine Roy qui, les premières, ont fait connaître tout ce que nous discuterons ce soir. Natasha Ray est une journaliste indépendante, citoyenne, j'ai envie de dire. Elle a été alertée par un certain nombre d'incohérences et des soupçons en ce qui concerne l'apparence de Brigitte. Elle a entamé un travail de recherche absolument remarquable. Évidemment, en y allant à tâtons, donc elle le reconnaît elle-même avec beaucoup d'humilité, il y a des imprécisions dans son travail, mais toujours est-il qu'il a vraiment été un excellent point de départ et qu'on peut et on doit l'en féliciter. Et Amandine Roy, donc, est cette médium et voyante, profession pour laquelle j'ai le plus grand respect ayant étudié ce domaine dans le cadre de mes recherches en anthropologie, et qui a mis à disposition sa chaîne YouTube avec une première diffusion le 10 décembre 2021, une vidéo de 4 heures qui, voilà, a mis les pieds dans le plat et a été supprimée après avoir accumulé plus de 450 000 vues. On peut déjà se demander pourquoi est-ce que cette vidéo a été supprimée. Si elle contenait quelque chose de problématique, bah effectivement, il convient de saisir la justice. Mais la supprimer a priori parce que le contenu déplaît, après qu'elle ait eu de la visibilité, donc c'est probablement ça qui a mis la puce à l'oreille des services de l'État qui aujourd'hui servent le couple Macron plutôt que de servir les intérêts généraux. Mais toujours est-il que, merci à elles, ce sont elles qui ont commencé avec cette affaire. Ensuite, Xavier Poussard, qui est documentaliste et qui travaillait dans la feuille d'information Faits et Documents, a repris l'affaire et a apporté toute sa compétence et son savoir-faire, donc quelque chose de beaucoup plus rigoureux. Il faut aussi savoir que Natasha Ray s'est retrouvée face à des obstructions administratives qui ont évidemment intensifié ses soupçons, notamment des mairies qui prétendaient ne pas avoir des documents dans leurs archives alors qu'en fait ils les avaient. Mais donc Xavier Poussard a poussé l'affaire plus loin. Il y a eu des bisbilles entre les uns et les autres, mais ce qui est un peu compréhensible, ma foi, dans un climat aussi tendu que celui que nous rencontrons aujourd'hui. Et je suis heureux de vous informer que maître François d'Angléan, le très vaillant avocat de Natasha Ray, vient de publier un post sur X annonçant qu'en fait, Natasha Ray va faire alliance avec Candace Owens dans le cadre du procès engagé par les consorts Trogneux-Macron aux États-Unis. Et donc, c'est vraiment très heureux et très rassérénant de voir que tout le monde se met à tirer à la même corde pour la bonne cause. Toujours est-il que Xavier Poussard a partagé très largement son travail avec Candace Owens et ensemble, ils ont conçu donc une série d'émissions ainsi qu'un livre rédigé par Xavier Poussard qui a été publié en français et en anglais, Devenir Brigitte, Becoming Brigitte. Il s'est très bien vendu et comme c'est un livre auto-publié, ça veut dire que, et j'en suis très heureux pour lui, Xavier Poussard a pu connaître des gains tout à fait importants. Quand vous publiez avec une maison d'édition et vous laisse en général entre 8 et 12% des prix de vente, quand vous vendez directement au lecteur en passant par les plateformes en ligne, ben vous encaissez pratiquement 90% des ventes. Et effectivement, c'est un travail documentaire de très grande qualité. On soulignera au passage, et c'est un des arguments qu'utilise Candace Owens pour sa défense, que les Macron n'attaquent pas Xavier Poussard. Ils n'ont jamais attaqué Xavier Poussard en diffamation, alors qu'il a réalisé l'enquête la plus exhaustive et qu'il apporte tous les éléments problématiques. Mais
les Macron préfèrent harceler Natacha Ray et Amandine Roy, maintenant Xavier Poussard en Italie, mais au motif de harcèlement, pas au motif de diffamation, et désormais donc Candace Owens aux États-Unis. Pour être complet, je cite encore le dossier Précibus, qui a été fait par d'autres archivistes, des généalogistes notamment. Il est disponible en ligne. Et voyez, l'intitulé de l'introduction dans le sommaire général, c'est « Ce n'est pas une rumeur, mais un solide dossier ». Et je dois absolument leur donner raison. Donc n'hésitez pas, si vous le souhaitez ou si vous connaissez mal ce dossier, à aller consulter ces différents éléments, parce qu'on voit qu'il y a un vrai travail de recherche. Après, sur la base de ce travail de recherche, on peut échafauder différentes hypothèses, mais en tout cas, le travail a été fourni et il y a de vraies questions qui se posent. Alors, Candace, évidemment, a donné une caisse de résonance sans équivalent à l'affaire. Elle a, je crois, 4 millions d'abonnés sur ses différents sites aux États-Unis. Elle est très écoutée. Et puis elle-même, je dois dire, ne respecte pas mes propres principes dans ma démarche de connaissance, c'est-à-dire qu'elle, les hypothèses, elle s'en fiche un peu. Elle affirme, Brigitte Macron est un homme qui a fait une transition de genre, il y a une usurpation d'identité et j'expose ça à la face du monde. Alors évidemment, c'est très très hardi, c'est un peu risqué également. Et les Macron, bien sûr, ont suivi très attentivement cette série. Je parie qu'ils étaient vissés devant leur écran à chaque épisode et l'ont très vite menacé par des courriers d'avocats américains en disant en substance « Arrêtez tout ça, vous n'avez pas le droit de faire ça, c'est une atteinte à notre honneur, etc. » Et Candace a répondu, alors oui, avec l'agressivité qui est la sienne, mais avec quelque chose que j'ai trouvé particulièrement habile, et c'est à son honneur, j'ai envie de dire, elle a tout de suite proposé de venir à Paris et d'interviewer Brigitte Macron. En disant, voilà, vous vous sentez incriminé à tort, moi ça m'intéresse de vous donner la parole pour entendre ce que vous avez à dire, et voilà comment vous pouvez répondre aux différentes questions que nous nous posons, donc je suis à disposition pour venir. Évidemment que les Macron n'ont pas donné suite. Et dans la foulée, Candace a envoyé une liste de 20 questions en disant « Ok, moi je suis convaincu à ce stade que vous êtes un homme, que vous avez usurpé l'identité de Brigitte Macron. Maintenant, si vous voulez simplement répondre à ces 20 questions par oui ou non, est-ce que vous êtes bien née fille et que vous avez toujours été une femme? Est-ce que c'est vous qui avez donné naissance à vos 3 enfants ?» Vous voyez, des questions où si on répond par oui, 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 bah, j'ai envie de dire, le dossier n'est peut-être pas fini, mais en tout cas, la position de Brigitte est évidente. Et tout le point de Candace est le fait de dire mais la position défensive de Brigitte et Emmanuel est indéfendable. Alors elle se cite en exemple, mais je pourrais aussi me prendre moi. Si demain quelqu'un venait raconter qu'en fait je suis une femme à l'origine qui est transitionnée en homme, ce serait hyper facile pour moi de montrer des photos de moi en train de jouer au foot adolescent, dans un groupe de rock avec la barbe quand j'avais 17 ans, avec mes enfants en bas âge, en papa comblé. Il n'y a rien de plus simple au monde que de disqualifier définitivement une rumeur comme celle-ci. Or, Brigitte n'apporte jamais rien de convaincant. Par contre, elle attaque en justice, mais de manière toujours particulièrement tordue. Nous y reviendrons. Alors, il y a une petite pointe judiciaire, ou juridique plutôt, qu'il est important de connaître, et il faut se souvenir que le droit et ce qui se passe dans les tribunaux ne correspond pas au sens de la justice que le commun des mortels, vous et moi, portons dans notre esprit. Et en l'occurrence, il y a un point très intéressant qui est qu'il n'est pas diffamatoire d'affirmer que quelqu'un a fait une transition de genre. Oui, pour une raison très simple, c'est qu'il n'y a rien de honteux. Donc si quelqu'un disait Jean-Dominique est né fille et il est devenu monsieur à un certain moment, en se faisant greffer tout ce qui va avec, je ne pourrais pas invoquer la diffamation parce qu'il n'y a rien qui serait honteux dans cette verbalisation. Et le mensonge n'est pas puni, ou l'information fausse n'est pas punie.
Cela dit, dès lors qu'elle n'a pas eu de réponse à sa proposition d'interview et à ses questions, eh ben Candace a simplement envoyé péter, il n'y a pas d'autre terme, les Macron, en disant « mais vous prenez pour qui ? Ici aux États-Unis, on a la liberté d'expression, et nous verrons effectivement qu'elle est beaucoup mieux protégée qu'en Europe, en tout cas avant que l'administration Trump ne fasse passer des lois prétendant que critiquer Israël est antisémite, mais ça, c'est un autre volet dans lequel je n'entrerai pas ce soir. Et puis elle a dit en substance, voilà, vos courriers ne valent rien, j'en ai absolument rien à fiche, si vous croyez que c'est ça qui va me faire peur, donc merci beaucoup, mais passez votre chemin. Les Macron sont revenus à la charge en produisant soi-disant des documents, notamment des captures d'écran d'émissions sur YouTube montrant un monsieur censé être Jean-Michel Trogneux et en disant vous voyez, ça clôt l'affaire. Et là, Candace a dit vous êtes bien gentil, mais il faudra autre chose qu'une capture d'écran d'un truc YouTube. Envoyez-moi un passeport, envoyez-moi une photo d'identité, envoyez-moi une photo de Brigitte avec Jean-Michel et leurs enfants. Envoyez-moi des photos de Brigitte jeune avec ses enfants et le tonton qui est là. Mais une capture d'écran, ça ne va pas suffire. Bref, on est entré dans un dialogue de sourds et les Macron ont porté plainte dans l'État du Delaware. Alors pourquoi le Delaware ? Ils avaient le choix entre plusieurs options, soit le lieu de résidence de Candace Owens, et je crois qu'elle est au Tennessee, avec une résidence secondaire en Floride, donc ils auraient pu actionner la justice dans l'un ou l'autre de ces États. Toutefois, elle a effectivement son entreprise dans le Delaware, qui est une espèce de paradis fiscal, donc énormément d'entreprises sont domiciliées au Delaware, y compris des podcasts indépendants. Et puis, c'est effectivement un État qui est un petit peu plus... qui est un petit peu moins américain conservateur que le Tennessee ou la Floride. Il y a lieu de penser que s'ils avaient saisi un tribunal du Tennessee en arrivant en disant notre couple s'est formé quand lui avait 14 ans et moi 39, moi Brigitte, nous allons vous expliquer pourquoi nous en voulons à Candace Owens. Après la cérémonie des Jeux Olympiques de Paris, il se soit un petit peu engagé perdant dans une procédure, sauf à avoir d'excellents arguments. Le Delaware est un petit peu plus neutre, mais c'est quand même un État dont la justice est reconnue. Vous savez que la justice est réellement indépendante aux États-Unis. Elle l'est aussi partiellement en France. On l'a vu avec les dernières décisions de justice. Mais donc, nous allons voir ce que cela donne. Quels sont les risques de part et d'autre ? Nous y reviendrons en fin d'émission, mais ils sont quand même assez élevés pour Candace, puisque les Macron demandent 50 millions de dollars de dommages et intérêts. Et puis pour les Macron, c'est l'exposition mondiale que cela donne au travail de Candace. Déjà elle-même a fait caisse de résonance, mais maintenant qu'elle est attaquée par les Macron, on en parle littéralement du nord au sud et de l'est à l'ouest. Elle a produit récemment des extraits d'émissions de Tokyo, d'Afrique de l'Ouest, même au fin fond de la forêt amazonienne, on parle de l'identité de genre de Brigitte Macron, et ça évidemment que c'est pas tout à fait terrible pour les concernés. Et puis rappelons aussi pour faire bonne mesure que Candace a récemment révélé, elle l'a gardé secret pendant plusieurs mois, avoir reçu un appel de Donald Trump en personne, puisque lors d'une négociation autour de l'Ukraine, Emmanuel lui a confié que Brigitte était très perturbée par le travail de Candace Owens et voulait voir avec lui s'il ne pourrait pas faire pression sur elle pour qu'elle arrête d'embêter sa femme. Alors Candace n'en a pas parlé pendant plusieurs mois, étant donné que il apparaissait que le devenir de la guerre en Ukraine était concerné. Quand elle s'est rendue compte qu'en fait, Trump n'avait pas du tout l'intention de mettre fin à la guerre, elle s'est dit « je peux en parler ». Enfin, évidemment que voilà, ça ajoute une dimension supplémentaire. Et puis, toujours pour faire bonne mesure, il y a l'inénarrable, mais l'improbable Dupond-Moretti, qui est entré dans la danse il y a quelques jours, et d'une manière, mais absolument tonitruante. Le 26 juillet, donc il y a 4 jours, il est intervenu sur RTL
Et ce commentateur sur X pose un diagnostic que je partage en disant que c'était une interview proprement hallucinante. Mais hallucinante. On aurait cru que le type était sous LSD. Il a commencé à tout mélanger en disant que Candace avait des liens particuliers avec Marine Le Pen et Marion Maréchal, qu'elle s'était mis d'accord avec Marion Maréchal lors d'un pèlerinage à Chartres suite à la conversion au catholicisme de Candace, que c'est l'extrême droite, que les Russes sont impliqués là-dedans parce que Poutine, en fait, cherche à utiliser Xavier Poussard et Candace Owens pour déstabiliser Emmanuel Macron. Enfin, mais un truc de complotisme authentique absolument spectaculaire. Alors évidemment que c'est assez délicieux pour les gens comme nous qui nous sommes fait accuser de complotisme parce qu'on disait des choses vraies sur des problèmes que personne ne voulait voir. Mais le complotisme, ça existe. C'est le fait d'échafauder des théories abracadabrantesques pour essayer de donner sens à quelque chose qui est compliqué à penser. Et en l'occurrence, Éric Dupond-Moretti s'est vraiment pris les pieds dans le tapis, mais alors pas à moitié, et d'une manière qui, nous reviendrons sur cette question plus tard, mais risque de porter préjudice aux intéressés, ce d'autant plus qu'il a informé les auditeurs qu'il était désormais un des conseils juridiques du couple Macron dans cette affaire. Pas sûr que ça soit une bonne idée. Alors, passons, si vous le voulez bien, à un bref rappel de l'affaire. Alors, je ne vais pas revenir dans tout ce qu'on a déjà dégrossi, mais j'ai envie de dire l'essentiel, le cœur du problème, quelle que soit l'hypothèse explicative qu'on pourra ou non confirmer un jour, mais c'est qu'il y a une histoire fausse. Les Macron ont raconté sur leur couple et leur famille une histoire qui est fausse. Pourquoi est-ce que je peux affirmer de manière péremptoire qu'elle est fausse ? Il y a trop d'incohérences et d'invraisemblances, et il y a déjà des choses qui ont été corrigées, parce que ce qui a été raconté au début était purement et simplement faux. Et l'affaire, en réalité, c'est que le couple Macron lui-même, aidé par des oligarques mafieux qui sont ceux qui détiennent le pouvoir en France aujourd'hui, et qui détiennent la presse, ont raconté une histoire fausse avec deux finalités particulières. La première, une rumeur a commencé à circuler que Macron était gay. Ça paraît en toute franchise assez probable. Il n'y a rien évidemment de répréhensible ou de condamnable à ça. Mais toujours est-il que dans la perspective de l'élection présidentielle, il y a eu une stratégie de prévention qui a été mise sur pied, et notamment Xavier Niel, un de ces oligarques, propriétaire de différents titres de presse, mais également pote avec Mimi Marchand, l'improbable faiseuse de réputation, sont intervenus à travers les médias pour vendre une histoire, l'histoire d'amour de Brigitte et Emmanuel, pour tordre le cou aux rumeurs d'homosexualité, mais également pour enterrer la réalité du scandale pédophile. Parce que la réalité, c'est que lorsque leur histoire d'amour a commencé, Emmanuel avait 14 ans, donc c'était un gamin, il était à peine pubère, Brigitte avait 39, c'est répréhensible pénalement, elle était dans une position d'autorité, donc c'était littéralement un détournement de mineur considéré comme un viol, et dans des cas similaires pour lesquels la justice a été saisie, il y a toujours eu condamnation pénale de l'adulte qui avait commis le détournement de mineur. Et donc il fallait absolument couvrir cette affaire. Et puis en mobilisant donc Xavier Niel, un ex-pornocrate,
Il a commencé sa carrière avec des pipe shows dans lesquels de la prostitution se déroulait. Il allait encaisser les recettes en liquide en faisant la tournée des Grands-Ducs. Il a été inculpé pour cela. Et donc on est vraiment au cœur de cette crapulocratie française dont Juan Branco a parlé dans Crépuscule, en décrivant vraiment comment ces gens qui aujourd'hui ont racheté tous les médias en France et en fait détiennent le pouvoir sont vraiment des malfrats. Ce sont des crapules, ce sont des gens qui n'ont ni foi ni loi, qui ne respectent à peu près rien, et au service de qui se trouvent les pseudo-élites, mais peut-on encore les appeler les élites, ceux qui détiennent le pouvoir, notamment politique. Et je vous renvoie à toute cette série d'émissions remarquablement faites de off investigation. C'est accessible librement sur YouTube. Je salue Jean-Baptiste Rivoire qui vraiment continue un travail d'investigation, de journaliste d'investigation tout à fait méritoire. Et donc c'est donnant-donnant. Les délinquants ultra riches font élire Macron et le protègent. Mais en échange, Macron livre la France à ses milliardaires, bien sûr protégés également par d'autres intérêts, nous y viendrons. Le Bilderberg et le gouvernement mondial occultent pour l'instant, mais là encore, il n'y a rien de complotiste à le dire, c'est quelque chose que tous les hommes politiques reconnaissent une fois qu'ils ont quitté leur fonction. Et donc il s'est agi de façonner un récit faux sur l'origine et la nature du couple Brigitte et Emmanuel, et très vite, il y a eu une très grande fébrilité de la part des intéressés. Et tous ceux qui ont osé poser des questions, enquêter, ont été victimes très rapidement d'intimidation, de garde à vue. Natacha Ray vient de révéler dans une émission avec Richard Boutry qu'avant même que l'affaire sorte, parce qu'elle avait appelé une tante de Brigitte pour avoir des informations, elle s'est fait tomber dessus par des organes de police spécialisés dans la répression des crimes violents pour une garde à vue avec de l'intimidation. Donc, il y a tout un système paranoïaque totalitaire qui a été mis en œuvre au niveau de l'État pour vérifier que cette fausse narration ne soit pas éventée et surveiller les fâcheux qui risqueraient de s'y intéresser de plus près. J'ai mentionné précédemment que les plaintes en justice avaient été particulièrement vicieuses parce qu'elles n'ont jamais, au fond, visé le cœur du problème. Donc, par exemple, il s'est agi d'obtenir, en se donnant le plus de chances possible, des condamnations, pour pouvoir après dire « Regardez, le tribunal a condamné pour diffamation ceux qui disent que Brigitte est un transgenre ». Mais les tribunaux n'étaient jamais appelés à trancher sur cette question. Par exemple, Natacha Ray a dit « Je pense que les extraits de naissance de la mairie d'Amiens sont des faux, parce que quand je les ai demandés à la mairie, ils m'ont dit « On les a pas, ils n'existent pas ». Donc, Brigitte Macron et Jean-Michel Trogneux ont attaqué en disant « Elle a diffamé l'administration et l'office d'état civil ». Et en obtenant une condamnation là-dessus, ça leur permettait de faire dire aux médias appartenant aux oligarques mafieux « Elles ont été condamnées parce qu'elles ont diffamé ». Vous voyez, c'est vraiment profondément malsain. Brigitte a également entrepris des démarches contre Zoé Sagan, Juan Branco, Bertrand Scholler au motif de harcèlement. Mais la quasi-totalité des chefs d'inculpation a été immédiatement déboutés sur le siège par le tribunal, parce que pour justifier du fait qu'on a subi un harcèlement, il faut pouvoir démontrer qu'on en a subi des conséquences dans sa santé, notamment psychique. Et puisque Brigitte n'avait pas fait d'expertise psychiatrique, ça veut dire qu'elle ne pouvait pas se réclamer de l'effet d'un harcèlement. Mais enfin, sachant à quel point la Macronie utilise les services de l'État pour harceler ceux qui s'intéressent à leur situation, on voit bien sûr l'accusation accusatoire assez détestable que consiste le fait de poursuivre des gens qui se posent des questions au motif de harcèlement. Alors, c'est une histoire très confuse.
Je ne vais pas la reprendre dans le détail. Ce qui est sûr, c'est le détournement de mineurs. Voici par exemple Emmanuel Macron et sa professeure, Brigitte Ozière, lorsque il l'a eu comme professeur dans les cours de théâtre. Bon, on voit très clairement un mineur et une adulte. Ceux parmi nous qui sommes parents savent très bien que quand nos enfants avaient 14 ans, si un adulte de 39 ans ou 47, selon l'identité réelle de Brigitte, s'était intéressé à eux avec des visées sexuelles, affectives, évidemment qu'on aurait réagi pour protéger notre progéniture. Ça ne peut pas être sain, c'est une effraction psychique grave, c'est un viol. C'est un viol au sens de violer l'intégrité d'une personne qui n'est pas mature sur le plan sexuel et affectif. Alors, les Mimi Marchand et les oligarques ont essayé dans la fiction qu'ils ont créée de transformer ça en très belle histoire d'amour, et notamment en disant « mais Brigitte était une femme étonnante, tellement ouverte d'esprit, tellement dynamique, tous les lycéens étaient amoureux d'elle ». Bon, alors quand on prend effectivement des photos de la donzelle à l'époque, Candace Owens s'en moque un peu en disant pour trouver que c'est l'équivalent d'un top modèle absolument irrésistible, il faut quand même se lever de bonne heure. Alors effectivement, les Macron ont commencé par dire il avait 17 ans et il était beau comme un enfant, mais c'était déjà un peu presque adulte. Bon, et puis maintenant, ils sont en train d'admettre, non, il avait 15 ans, mais la réalité, c'est qu'il avait 14 ans. Et donc, on est dans de la pédophilie avec détournement de mineurs. Alors, il faut savoir que c'est prescrit. Le code pénal a changé entre-temps. Si ça se produisait aujourd'hui, le délai de prescription serait plus long qu'à l'époque. Mais vu que ça s'est passé avant la révision du droit, il n'y a plus de menace pénale pour les concernés. Par contre, certains plaisantins se sont imaginé la scène des Macron devant Candace Owens, devant un tribunal américain, et l'avocat des Macron disant « Ils ont sali la réputation de mes clients en osant affirmer ce qui est vrai que lui avait 14 ans et elle 39 au moment où ils ont commencé à coucher ensemble. » Alors, ce qui est sûr aussi, c'est qu'il y a une emprise de Brigitte sur Emmanuel. Alors je renvoie à la longue série dans la revue Faits et Documents, qui est très bien faite parce que, de nouveau, Xavier Poussard est quelqu'un de très rigoureux dans son approche. Il cite énormément d'extraits de livres, de biographes du couple, et en montrant en particulier l'insécurité extrême qui saisit Emmanuel quand Brigitte n'est pas là. Et notamment dans sa campagne présidentielle, soit elle était dans les parages et il était rassuré, mais dès qu'il ne savait plus où elle était, il demandait de manière un peu compulsive « Mais où est Brigitte ? Où est Brigitte ? Où est Brigitte ?» Et on voit qu'il y a la réalité d'une emprise psychologique très forte. Tous ceux qui connaissent le couple et le fonctionnement de l'Élysée, ça a été rappelé récemment par Jean-Bernard Gaillot-Renucci dans une interview, dans un article, que Brigitte Macron a très clairement un rôle politique. Elle se mêle de tout, elle choisit des ministres, dont Éric Dupond-Moretti, qu'elle a choisi, mais dont elle a insisté pour qu'il soit reconduit dans ses fonctions de garde des Sceaux pendant des années et des années. Et en fait, elle est littéralement une coprésidente. Alors vous savez que le statut de première dame n'existe pas en France. Ni Danielle Mitterrand, Anémone Giscard d'Estaing, Tante Yvonne n'avaient le moindre rôle institutionnel en la matière, mais le rôle de coprésidente n'existe pas non plus. Or là, nous sommes avec un binôme présidentiel très malsain, très malfaisant, très compliqué, très pervers à bien des égards, et en sachant qu'elle gouverne en réalité par l'emprise qu'elle a sur Emmanuel. Et puis une maltraitance avec des vexations dont évidemment
l'exemple privilégié a été ce que je vous ai mis en introduction de cette émission, c'est-à-dire cette violence physique qu'Emmanuel a subie de Brigitte aux yeux de tout le monde. Alors évidemment, il a tout de suite dit « non, chamaille, c'est bon enfant », mais évidemment que quand on regarde les images, ça n'est pas bon enfant du tout. Si vous souhaitez voir une analyse très bien faite, je vous recommande le site de Jesus Enrique Rosas, qui est un spécialiste en langage corporel. Son analyse des mensonges de Kash Patel et Bondigo sur le soi-disant suicide d'Epstein vaut le détour, parce qu'il montre comment eux-mêmes ne croient pas une seconde à ce qu'ils sont en train de dire quand ils sont en train de le dire, avec toute la sémiologie du mensonge, les yeux écarquillés, les gestes d'auto-apaisement sont présents, et il a fait un décryptage tout à fait de qualité de cet événement qu'on a tous vu, et qui n'a rien de chamaillerie ou d'amusant, hein. Elle le pousse violemment dans le visage, lui est choqué, il s'aperçoit à ce moment-là du fait qu'ils sont filmés. On voit que quand il retourne vers elle, eh ben, il n'est pas particulièrement heureux. Il essaye de se donner une contenance. Il essaye de lui donner le bras, mais elle ne veut rien entendre. Et donc, c'est une séquence d'humiliation aux yeux du monde qui est sans équivalent. Alors, quand je vous parlais des anomalies du dossier, c'est effectivement, et c'est ça comment dirais-je, la prouesse de la perversité, c'est de rendre presque banales ou acceptables des choses qui sont juste profondément choquantes. Qu'un ou une adulte de 39 ans débauche amoureusement et sexuellement un ou une gamine de 14 ans, ça n'est pas normal. Que l'épouse d'un président de la République le frappe devant des caméras, c'est complètement... Est-ce que vous auriez imaginé Charles de Gaulle recevant une tarte de tante Yvonne ? Giscard se faisant baffer par Anémone. Enfin, on pourrait égrener toute la liste. Ça n'est pas envisageable. Mais la France est devenue tellement pervertie qu'au fond, il a été prescrit de faire comme si il n'y avait rien là. Et Dupond-Moretti, tiens, est venu sur les plateaux de télé dire « Non, mais on parle d'hommes battus, comment est-ce qu'on ose dire des choses pareilles? C'est inconcevable, c'est leur vie privée, ça les regarde. » Alors que c'est hyper grave. Déjà entre eux. Parce qu'on ne voit pas ce qui peut justifier le fait de violenter physiquement son conjoint, même si on a 15 ans ou 25 ans de plus. Mais de surcroît, la porte était ouverte. Lui était dans l'axe des caméras qui se situaient dehors. Donc on peut même se demander si ça n'est pas une scène qui a été anticipée, mais ne brûlons pas les étapes, nous verrons cela plus tard. Donc il y a une vraie réalité de la perversité du couple présidentiel. Des livres remarquables ont été écrits. Je vous recommande celui-ci d'un sociologue au CNRS, Marc Joly, La pensée perverse au pouvoir, fait un décryptage tout à fait remarquable. Il y a bien sûr aussi La gouvernance perverse de Marion Saint-Michel, même si elle ne focalise pas sur la personnalité du couple présidentiel. Il y a Le président toxique, un autre livre tout à fait intéressant. Et puis en ce qui concerne Brigitte, c'est tout aussi évident pour qui sait voir. Je vous mets l'extrait d'une séquence qui, moi, m'a fait froid dans le dos. En novembre 2023, il y avait une journée de prévention du harcèlement à l'école et Brigitte s'est rendue avec Elisabeth Borne, une autre sacrée sociopathe, dans une école. Et un gamin a entrepris de leur expliquer, c'est quand même pas tout à fait facile, ce qui lui était arrivé. Et l'attitude des deux femmes, enfin, supposées femmes, l'une et l'autre, face à ce gamin, est franchement à vomir. Appréciez plutôt. Je suis un petit peu harcelée. Il faut du courage pour raconter le harcèlement que l'on a subi lorsque l'on est jeune, en face de la première ministre et devant des caméras.
Après s'être confié, ce collégien demande s'il est normal que son enseignante de l'époque lui ait demandé de ne pas en parler. Elisabeth Borne reprend le micro et lui répond. Donc ça montre que c'est important de former tout le monde. Un rire qui ne passe pas du tout sur les réseaux sociaux où la séquence est jugée catastrophique et montre pour beaucoup un manque d'empathie à l'heure d'une nouvelle campagne de sensibilisation. Voilà, je me permets juste de faire un arrêt sur image. Regardez le côté méprisant, le côté ricanant, le côté juste abject, si j'en ai rien à foutre de cette réaction. Et ça ne s'arrête pas là, c'est-à-dire que c'est un fonctionnement. Il y a eu toutes sortes de problèmes à l'Élysée. Par exemple, un jardinier s'est fait licencier, qui travaille à la Lanterne, qui est une espèce de résidence secondaire du couple présidentiel où se dérouleraient des soirées d'orgies sexuelles d'après certaines sources bien informées. Et le jardinier a porté plainte quant à ses conditions de travail. Vous pouvez voir l'état des locaux. Eh bien, il a été licencié. C'est de notoriété publique que Manu met ses équipes sous pression, il est méprisant, il les insulte, il les brutalise, cadence infernale, colère noire. C'est normal, quand les gens sont pervers, ils se comportent comme ça. Hein. C'est vraiment la source du mobbing en milieu professionnel. Et il ne vous aura pas échappé que l'entourage, notamment ministériel, choisi par Brigitte et Emmanuel, vu que c'est un couple présidentiel, contient aussi un très très grand nombre de harceleurs. La liste est longue, là je vous donne juste un exemple. Alors vous voyez, cette dynamique toxique et perverse à l'intérieur du couple présidentiel, on ne peut pas dire non mais c'est leur vie privée, ça ne nous regarde pas, après tout chacun fait ce qu'il veut. Non, il y a un énorme problème en la matière en France. On sait que c'est en lien avec la destruction de la France. Je rappelle cet adage si lumineux d'Étienne Chouard. Macron est un agent de l'étranger en mission pour détruire le pays. Hors de cette hypothèse, tout ce qu'il fait est absurde et incompréhensible. Avec cette hypothèse, tout s'éclaire et devient logique, criminel, mais logique. Et on sait comment les rares personnes qui ont osé nommer les choses en descendant dans le détail des affaires, notamment Éric Densey, qui a dénoncé récemment un véritable totalitarisme médiatique en disant qu'il était inquiet que Macron était entré dans un délire total, eh bien, a été retrouvé suicidé. Un autre parlementaire, lui, qui a osé s'exprimer haut et fort, a eu droit à 3 bras d'honneur, de qui Éric Dupond-Moretti à l'Assemblée nationale. Et vous voyez cette manière de souiller tous les usages, toute la dignité. Vous ne soyez pas d'accord avec l'interpellation d'un parlementaire, ok, vous pouvez éventuellement croiser les bras ou froncer les sourcils, mais faire un bras d'honneur dans l'Assemblée. Eh bien, c'est ainsi que Dupond-Moretti a répondu à Olivier Marleix, qui lui avait rappelé sa mise en examen pour prise illégale d'intérêt, et Marleix qui a osé enquêter sur les pires pactes de corruption, comme il l'a appelé, de la Macronie, Alstom, Rothschild, les intérêts US, etc., et ben lui aussi a été retrouvé mort et suicidé. Alors, les affaires de suicide sont toujours des affaires compliquées. Il est clair qu'il est très difficile, dans un cas particulier, de savoir ce qu'il s'est passé précisément. Bon, c'est-à-dire des gens qui se sont retrouvés pendus en s'étant donné un coup de carabine et un coup de couteau en même temps. Je ne plaisante pas. On a vu ça aux États-Unis autour de l'affaire Epstein. On peut quand même se poser des questions. Les gens qu'on retrouve noyés dans 10 cm d'eau ou 15 cm comme Robert Boulin en France, ça pose quand même quelques questions. Des gens comme Pierre Bérégovoy, qui s'apprêtait à révéler des listes de corruption et qui n'avaient absolument rien de suicidaire, ça pose quand même un certain nombre de questions. Donc, il est impossible de dire, parce qu'un opposant est retrouvé suicidé, que c'est un assassinat politique. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des assassinats politiques. Il y a même un livre qui a été écrit, Les assassinats de la République. Et je vous recommande cette remarquable émission d'un ancien commissaire des renseignements généraux qui s'appelle Marty Vrayans sur Géopolitique Profonde TV.
Et franchement, c'est remarquable. Il passe en revue un certain nombre de ces cas. C'est quelqu'un qui est de la maison. Donc il ne tire pas des plans sur la comète ou il ne fait pas des interprétations de romans policiers de supermarché. Il dit ce qu'on peut savoir sur différents cas et il montre comment il y a un certain nombre de pseudo-suicides au sein de la République française depuis plus de 40 ans qui sont attribuables à l'état profond et au fait que les suicidés contrariaient les intérêts qui sont exactement les mêmes que contrariaient de Nessé et Marlex. Alors je rappelle au passage que je ne suis pas suicidaire aucunement, ce serait contraire à mes principes spirituels et à mes convictions les plus intimes. Cela dit, ce que j'ai observé, c'est que pour l'instant, il ne menace pas les gens qui font un travail d'information. Ceux qui sont visés, c'est vraiment des hommes politiques ou des gens qui ont un vrai pouvoir de percussion. Le Premier ministre slovaque a été victime d'une tentative d'assassinat. Marlex, voilà, ça portait ce qu'il faisait. Ce qu'un Jean-Dominique Michel ou un Mike Borowski font, pour l'instant en tout cas, ça n'a pas l'air d'être menacé. Mais par précaution, je précise que j'adore la vie et que je tiens à la boire jusqu'à mon dernier souffle, le plus tardivement possible, si possible. Donc, couple malsain, pervers, nommé par des intérêts mafieux. Il faut rappeler quand même cette confidence de François Fillon à Philippe de Villiers, lui disant « Mais si ma candidature a été torpillée par le parquet national financier qui était mis sous pression pour faire chuter à tout prix François Fillon, c'était, selon François Fillon, parce que le groupe Bilderberg... » Alors, si vous ne connaissez pas le groupe Bilderberg, je ne peux pas vous raconter en détail ce soir ce dont il s'agit, mais il y a effectivement des structures décisionnaires au niveau mondial, la trilatérale, le Conseil Atlantique, le groupe de Bilderberg, qui n'ont pas de validité officielle, qui ne sont pas des organes politiques démocratiquement élus, mais où se prennent dans la réalité les décisions qui vont être imposées à nos différents pays. Et donc Fillon a très clairement dit « On m'a dégagé parce que les Macron étaient le choix de ceux qui ont le pouvoir pour conduire la France dans la direction qu'ils le souhaitaient. » Donc, trahison des intérêts de la nation, promotion d'un couple pervers et problématique, et puis ce sur quoi Candace Owens insiste évidemment énormément, c'est la prégnance d'un environnement pédocriminel et en particulier axé sur le transgenrisme autour du couple présidentiel. Et en insistant, il n'y a que des gens qui sont mouillés d'une manière ou d'une autre dans ces affaires partout où l'on se tourne. Alors ça dit, il faut relever que la pédocriminalité est prégnante dans les élites. Donc c'était déjà le cas à l'époque de Mitterrand. Faut-il rappeler Pierre Berger, Frédéric Mitterrand, tant d'autres, bien sûr. Mais avec les Macron, c'est tout à fait manifeste. Et donc Candace dénonce cela. Il y a à peu près une année, j'avais déjà consacré toute une émission, vous voyez, 31 juillet 2024, en disant « Mais quels sont les liens entre la cérémonie d'ouverture des Géos, l'affaire Epstein, les affaires Dutroux et Outreau, la pédocriminocratie à la française, l'obsession trans et le couple de l'Élysée ?» Peut-être aucun, hypothèse, mais possiblement plus d'un. Et puis voilà, ça sort partout. Par exemple, ce tapis que Brigitte Macron a choisi pour l'Élysée, elle a complètement rénové l'Élysée aux frais du contribuable, avait été signé par quelqu'un dont il s'est avéré que c'était un pédophile qui avait abusé d'un certain nombre d'adolescents, Claude Lévesque, il a coûté un pognon de dingue. La cérémonie des Jeux Ouvertures de Paris, qui évidemment impliquait énormément de travestis. Alors, des travestis, pourquoi pas, entre adultes, dans un club pour adultes, mais pas dans un spectacle diffusé à la face du monde, et puis pas avec des enfants, ce qui était particulièrement choquant. Au-delà du fait que c'était inconvenant par rapport à la réalité de la cérémonie et de l'audience mondiale, il y a plein de pays où c'est pas OK de montrer des trans barbus qui se trémoussent avec des plumes ou je pense. Mais de surcroît, c'était le fait qu'il y ait en permanence des enfants avec eux.
Et cette petite fille qui faisait le geste de se trancher le cou à plusieurs reprises. Et Thomas Joly, le soi-disant directeur artistique, voyez, on est vraiment dans quelque chose de très... alors comment dirais-je de nouveau, dans des choix d'adultes assumés et consentants, pourquoi pas. Moi, j'ai vraiment... faut se lever de bonne heure pour trouver chez moi un puritain. Mais c'était totalement inconvenant. Et on a appris que Brigitte Macron avait été impliquée activement dans le choix. C'est elle qui avait voulu que Thomas Joly soit choisi. Et donc, elle avait supervisé toute cette vraiment très problématique mise en scène. On en a profité pour faire une Pride House. Bah oui, pourquoi pas, hein, les Jeux Olympiques, autant parler de sexualité, je vois pas ce que ça fait là-dedans. Imaginons une seconde qu'il y ait eu une patriarcat Pride House, où l'hétérosexualité virile et féminine était célébrée, notamment comme base de la fécondité des couples. Mais tout ce monde aurait hurlé en montant aux barricades, instrumentaliser les Jeux Olympiques pour faire la promotion de l'affreux patriarcat. Oui, mais alors pourquoi est-ce qu'eux-mêmes se le permettent à la première occasion? Et puis cet exhibitionnisme permanent. Et de nouveau, voyez, l'obscénité, la définition de l'obscénité, c'est d'exhiber dans la sphère publique ce qui relève de la sphère privée. Une fois que les portes sont closes, chacun fait ce qu'il veut. Vous avez envie d'être en trouble, en quadruple, en quintuple, en partouzouple, mais grand bien vous fasse. Faites-vous plaisir si vous êtes tous consentants et que ça ne fait de mal à personne. Ce qui est choquant en revanche, c'est quand tout d'un coup on vient exhiber publiquement ce qui relève de l'intimité de chacun. Et là encore, un couple présidentiel, quoi que l'on pense des mœurs de chacun, et de nouveau, vous ne trouverez pas plus libertaire que moi en la matière, quand il est dans cette mise en scène, crée une effraction de la dignité politique. Je vous rappelle en passant cette confidence de Roselyne Bachelot, la malheureuse, Dieu qu'elle est gourde, mais qui, lorsqu'il s'agissait de la reconstruction de Notre-Dame de Paris, a confié que déjeunant avec Brigitte Macron, celle-ci lui a montré un projet culminant pour remplacer la fameuse flèche de... je ne me souviens plus du nom de l'architecte, mais vous allez l'indiquer dans les commentaires, une sorte de sexe érigé entouré à sa base de boules en or. Voyez ? Et là encore, on est tous priés de faire semblant qu'il n'y a rien à voir et que ça ne pose aucun problème. Ben non, c'est la France. En 2025, en 2023, c'est comme ça. Si vous y trouvez quelque chose à redire, c'est que vous êtes d'extrême droite. Forcément, vous êtes antisémite aussi probablement. Enfin bon, j'arrêterai là les sarcasmes. Alors évidemment, il y a aussi dans les milieux concernés, et Dieu merci, je les en remercie, une réaction, et notamment dans les vrais milieux LGB en particulier, mais pourquoi pas T? Moi, j'ai rien contre les personnes trans, tant qu'elles ne s'attaquent pas à l'enfance et qu'elles ne cherchent pas de manière militante à faire du prosélytisme pour leur mode de vie. Et il y a beaucoup d'associations gays et lesbiennes et bisexuelles, et de nouveau, je veux dire, vous ne trouverez jamais dans ma bouche la moindre critique face au choix de vie de qui que ce soit. Je sais que souvent, ça n'est pas facile de découvrir en soi une homosexualité ou une bisexualité, que ça peut être, selon le milieu dont on provient, un traumatisme et un effort. Donc, de nouveau, je ne souhaite que du bien aux personnes concernées, mais pas dans cette obscénité, et notamment adressée vers les enfants. Parce qu'il y a un vrai problème au sein de la communauté LGBTQ à ce sujet. Alors, il convient d'être très prudent, et notamment toute association entre le fait d'être LGBT et la pédocriminalité serait odieuse. Gardons-nous de tout amalgame. L'immense majorité des personnes LGBTQ ne sont pas pédophiles et pas pédocriminels, bien sûr. Toutefois, ce qu'il existe, c'est une réalité où à l'intérieur de ce mouvement, il y a des gens qui profitent
de cette position pour commettre des choses atroces. Alors, je ne vais pas vous passer une longue séquence, mais par exemple, ce scandale en Angleterre, un couple homosexuel a adopté 2 fils et leur a fait commettre, et a commis sur eux des sévices sexuels absolument abominables. Mais abominables, que j'oserais même pas vous décrire. Voyez ? Et voyez la perversité. Ils sont saisis la cause de la discrimination des personnes homosexuelles et de leur revendication de pouvoir accéder à la parentalité pour endormir la méfiance et commettre le pire. Récemment, en France, on a bien sûr eu l'horreur du réseau pédophile de Pierre-Alain Cotineau. Alors là encore, je veux dire, je vous passe les détails. Ils sont à pleurer, ils sont à vomir et à pleurer. C'est jusqu'au bout de l'horreur. Et une nouvelle fois, il ne faut surtout pas dire que les LGBTQ sont des pédophiles. Mais il y a un problème avec la pédophilie à l'intérieur du mouvement LGBTQ. Peut-être la meilleure manière de le résumer, c'est au fond comme l'Église catholique. Voyez ? Évidemment que l'immense majorité des prêtres et des laïcs n'ont rien à voir avec la pédophilie. Mais il y a eu, pour un ensemble de raisons, une complaisance, une perméabilité ou une duplicité vis-à-vis de la pédophilie dans l'Église. Les enquêtes en France ont montré que plus de 300 000 personnes, enfants, ont été abusées entre les années 1950 et 2020 en France. C'est énorme. Et pourquoi est-ce que ça a été possible ? Parce que l'institution catholique a fermé les yeux. Peur du scandale, charité chrétienne mal placée, inaptitude à reconnaître la gravité des choses, parfois même complicité active. Je dirais, vous voyez, le risque avec la communauté LGBTQ aujourd'hui, il est du même ordre. Donc il ne faut surtout pas stigmatiser une communauté et faire des amalgames, mais en même temps nier que ce risque existe pour les raisons que j'indique ici est particulièrement problématique, sachant qu'on est dans un biotope en France qui ferme les yeux sur la pédocriminalité, qui ferme les yeux chroniquement sur la pédocriminalité. Alors, je vous donne quelques références, évidemment. Le livre de la honte de Laurence Beneux, qui continue à travailler très ardemment sur les réseaux pédophiles, la pédocratie à la française. Bien sûr, le travail de Karl Zéro, remarquable, qu'il faut soutenir. Celui de Pierre Barnerias, qui lance une nouvelle série très bien faite, avec tout le tact et la subtilité qui sont les siens. Ça n'est brutalisant ni pour les personnes victimes d'abus qui témoignent, ni pour le spectateur, mais ça sensibilise à cette réalité. Et c'est un des grands chevaux de bataille de Candace Owens contre le couple Macron, en disant « mais vous êtes des pervers, vous êtes entourés de pervers. Le monde dans lequel vous baignez est juste répugnant. » Alors, est-ce qu'on considérera que cela relève de la liberté d'expression, sachant de surcroît que c'est étayé sur des éléments qui ne sont pas inexistants, ou est-ce qu'on considérera que c'est diffamatoire ou une atteinte à l'honneur? L'avenir nous le dira. Faisons un détour par ce brave, mais alors avec beaucoup de paires de guillemets, d'Éric Dupond-Moretti. Une autre caractéristique intéressante pour nous qui bossons sur ces problématiques depuis des années, c'est que tout d'un coup, les gens découvrent. Par exemple, plein de gens, en ayant écouté l'avant-dernier épisode de Candace Owens, ont découvert que Dupond-Moretti avait défendu un père incestueux pédocriminel avec une verbalisation abominable, en plaidant l'inceste heureux. Ben oui, nous on le savait, ça fait des années qu'on le dit et qu'on l'explique. De quoi s'agissait-il? De la famille Manéché, dont le père, Denis Manéché, a violé ses 3 filles, Virginie, Betty et Samantha, dès l'âge de 8 ans. Il a exilé les garçons dans un cabanon au fond du jardin pour pas les avoir dans ses pattes. Et puis il a mis la mère sur la touche parce qu'il préférait coucher avec ses filles. Betty est tombée 3 fois enceinte de lui. Elle a été se faire avorter dans des cliniques différentes pour qu'il n'y ait pas de signalement. Puis finalement, Virginie, qui était sa préférée et qu'il a un petit peu hissée au rang de son épouse, en mettant l'épouse sur la touche,
a été à son tour enceinte. Puis à un moment donné, Betty a vendu le morceau, elle a porté plainte contre son père, il y a eu un procès. Et là, Dupond-Moretti n'a rien trouvé de mieux pour la défense. Avec ses confrères, notamment maître Hubert Delarue, récompensé par une Légion d'honneur par le couple Macron, d'inventer qu'en fait, oui, il y avait bel et bien inceste, mais qu'en fait, c'était un inceste heureux. Que la famille dans son ensemble était contente de cette situation, et au fond, qui serions-nous, nous, petits bourgeois patriarcaux, pour juger de la libre forme qu'une famille choisit pour ses plaisirs et l'organisation de sa structuration? Alors à l'époque, Christine Angot, elle-même victime d'inceste, s'était adressée à lui en disant « Mais comment est-ce que vous osez dire une chose pareille ?» Mais donc, ça avait été la position de Dupond-Moretti. Alors l'histoire a été peu heureuse parce qu'effectivement, Betty s'est rétractée en disant qu'elle avait toujours été non seulement malheureuse, mais violentée à travers les viols qu'elle subissait. Et puis le père est devenu à moitié fou et a fini par abattre une personne auprès de qui sa fille Virginie avait pris refuge, ainsi que Virginie avant de retourner le canon de l'arme contre lui. Il est resté paralysé pendant quelques années avant de trouver la mort. Alors, bien sûr, les pédocriminels ont le droit d'être défendus par des avocats. Bien sûr, des avocats ont le droit de défendre des pédocriminels. Mais vous voyez, ce qui effectivement choque tellement dans cette circonstance, et Candace le dit aussi, c'est d'oser invoquer des arguments aussi nauséabonds, sachant de surcroît qu'ils ont porté. Que la cour d'appel d'Amiens, Amiens où ont grandi Emmanuel et Brigitte Macron, a donné raison à Dupond-Moretti sur sa notion d'inceste heureux. Puis bien sûr, on se souvient aussi des agissements détestables de Dupond-Moretti au procès de l'affaire d'Outreau, qui est une histoire extrêmement compliquée. Mais finalement, il a réussi ce qui est un coup de jarnac abominable pour le système judiciaire, à faire douter les jurés de la culpabilité d'adultes pour arriver à un verdict où on reconnaît que 12 enfants ont été victimes de viols, pédocriminels, mais aucune condamnation d'adultes, parce qu'au fond, la parole des enfants contient des incohérences. Et pendant les audiences, il apparaît qu'avec sa stature, avec sa voix, Dupond-Moretti a intimidé, mais a même terrorisé des enfants, d'une manière qu'un expert, Claude Lopez, très longtemps expert pendant les tribunaux, résume dans l'extrait que je vous passe maintenant. Vous savez que M. Dupond-Moretti, que j'adore, a interrogé pendant 6 heures un enfant de 7 ans à Saint-Omer. Il a interrogé pendant 6 heures un enfant de 7 ans. Et il a trouvé qu'il n'était pas cohérent. Et c'est ce qui a changé le procès d'Outreau. Où tous les enfants ont été reconnus victimes, entre parenthèses. Tous, 12 sur 12. Donc vous voyez, c'est pas possible. Un type comme Dupond-Moretti, moi je suis expert, il me fait pas peur. Ça fait 30 ans que je suis expert à la cour d'assises. Mais imaginez un gamin, imaginez le petit Delay qui a subi des horreurs avec cet ours qui lui crie dessus et le président qui dit rien du tout. Vous imaginez ce que c'est? Alors là, effectivement, hein. Bon, c'est vrai que ça a la protection. Non, mais c'est... Et c'est ce type-là que Brigitte Macron va chercher comme ministre de la Justice. Et maintenant qu'elle prend comme conseil judiciaire dans son attaque contre Candace Owens. Alors il y a quand même un risque que ça se retourne contre elle. Parce qu'en France, dans une république aussi corrompue et aussi déliquescente que c'est le cas aujourd'hui, tout le monde peut dire, ma foi, ce n'est qu'un avocat. Mais aux États-Unis, devant un tribunal de haute instance dont les juges ont une tenue, le rappel des avanies que je soumets à votre attention risque de se retourner contre eux. Alors pour faire bonne mesure, rappelons également l'affaire de son forget, Joachim,
qu'on connaît bien en Suisse romande, puisqu'il a été élu député des Suisses de l'étranger dans notre circonscription lors de la première élection de Macron. Et en fait, il apparaît que son père adoptif était un pervers pédophile de haut niveau. Depuis, Joachim a fait une transition de genre, il est devenu Eva. Et le père adoptif, Joachim était d'origine coréenne, a été condamné à 10 ans de réclusion pour agression sexuelle aggravée, défendu par qui? Je vous le donne en mille, par Éric Dupond-Moretti. Et oui. Et tout récemment, Joachim Eva Sonforget vient de publier un post dans lequel il dit Antoine Vey, associé de Dupond-Moretti, a été avec ce dernier l'avocat principal de mon horrible père adoptif. Aucune des victimes de pédophilie n'ont été aidées par ces derniers. Il était l'avocat de R. Cocaïne. Enfin voilà, je maudis ces gens qui ne sont que dépravation, perversité et violence. Voilà pour les certitudes. En ce qui concerne les incertitudes, eh bien, il y a les affaires, les histoires personnelles de chacun des protagonistes. Brigitte. Il y a quelque chose d'étonnant dans la vie de Brigitte, c'est qu'il n'y a à peu près aucune trace de sa vie avant qu'elle rencontre Emmanuel Macron. On n'a pratiquement pas de photos d'enfance, pratiquement pas de photos de son premier mariage, pas de photos d'elle avec ses enfants. Sa vie n'existe pas graphiquement avant qu'elle ne rencontre Emmanuel Macron. Pour son frère Jean-Michel, c'est le contraire. On a plein de documents de Jean-Michel pendant son enfance, son adolescence, son jeune âge adulte, et au moment où Brigitte devient invisible, Jean-Michel devient invisible. Même du côté d'Emmanuel, il y a toutes sortes d'éléments qui clochent, qui ne sont pas normaux. On parle d'histoires qui se sont déroulées dans les années 70, 80, 90, 2000. Les appareils photo existaient, les appareils numériques existaient, la vie en société existait. Là, il y a un grand désert. Il y a quelques documents qui ont été donnés à la presse. Tout le reste est occulté. Les quelques journalistes qui ont cherché à travailler avec Brigitte Macron et son cabinet sur son histoire ont dit qu'il y avait un climat de parano et de contrôle de l'information à peu près total, et donc il y a des zones d'ombre à perte de vue. 11 biographies sur Brigitte Macron, pas une seule photo en dehors des 4 ou 5 qui ont été données par l'intéressé. Aucune trace du mariage de Brigitte, si ce n'est une photo de mariage. En voyant la photo, vous allez me dire, mais ça s'est passé en 1870. Eh ben non. C'était à la fin des années 70, si je ne m'abuse. Enfin, ça a quand même un parfum un peu vieillot. On a une photo de Brigitte lorsqu'elle s'est présentée à des élections alors que la famille résidait en Alsace en 1989. Donc vous voyez, on reconnaît tout de suite Brigitte Macron, on est d'accord, hein? Ça ne fait pas un pli. La ressemblance est frappante. Et puis tout d'un coup, il y a un saut où on voit effectivement quelque chose qui donne l'impression d'être vraiment un autre faciès qui apparaît, et là, avec un foulard autour du cou, on est à l'époque où Madame, à l'époque Osière, enseignait à la Providence à Amiens, et où elle rencontrera le très jeune Emmanuel. Alors la thèse, évidemment, qui circule et que défend Candace Owens, c'est qu'en fait, il y aurait eu une substitution d'identité, que Jean-Michel Trogneux aurait entamé une transition de genre vers l'âge de 30 ans pour devenir Brigitte, et que ceci expliquerait en grande partie à la fois ces incohérences de faciès, de ressemblance faciale, mais également cette absence de totalement anormale de documentation. De nouveau, si on m'accusait d'être une femme, je pourrais vous sortir 12 000 photos, et pourtant je ne suis pas un fanat des photographies privées et familiales, mais j'en ai quand même suffisamment pour documenter mon cas.
Et puis, alors je ne vais pas de nouveau reprendre tous les différents éléments du dossier, vous avez les références, mais juste pour se concentrer, par exemple, sur la personnalité et le soi-disant premier mariage de Brigitte, son premier mari, André Ozière, a eu une vie extraordinairement énigmatique. Il n'y a en tout et pour tout que 3 photos de lui, celle du mariage que je vous ai montrée, une photo où il tond le gazon en Alsace, et sa photo du faire-part de décès. Et oui, parce qu'on a appris, tout d'un coup, quand on commençait à s'intéresser à son existence, Tiphaine a révélé « Mon papa est mort », discrètement, comme il avait vécu, et donc c'est ce faire-part officiel de décès qui a été publié dans la presse. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu des présidents de la République se faire gifler en public comme Emmanuel par Brigitte. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un faire-part de décès qui ressemblait à ça. C'est juste stupéfiant. Tiphaine a dit il est mort le jour de Noël. En fait, il serait mort le 26 ou le 27. Mais surtout, on a appris qu'il était décédé en hôpital psychiatrique alors que Alexandre Benalla était affecté à la garde de sa chambre, qu'il avait retiré tous ses avoirs de ses comptes en banque et acheté un billet pour se rendre en Afrique. Or, Benalla, pour rappel, c'est l'exécutant des basses œuvres de la Macronie. Vous avez là encore plusieurs émissions sur Off Investigation. C'est celui qui est de tous les coups foireux. Et donc, très opportunément, ce monsieur disparaît sans avoir laissé d'autres traces que ces 2 clichés et celui en maillot de bain qu'on a exploité à défaut de mieux pour son faire-part de décès. Donc voilà, les spéculations abondent. Il y a une photo de famille des Trogneux. Ici, c'est celle qui a été republiée dans le Daily Mail. Et vous voyez Jean-Michel à gauche, mais Daily Mail a de manière intéressante titré « Alias Brigitte » parce qu'effectivement, il y a des ressemblances tout à fait étonnantes en ce qui concerne ces 2 profils et qui sont très différents de celui-ci. Ça, franchement, ça fait aucun doute. Et puis, on a trouvé une photo de Jean-Michel Trogneux lors de son service militaire en Algérie. Et vous voyez, quand on la met au regard de la photo de Brigitte Macron, effectivement, on comprend que cela puisse soulever des questions. Cela dit, du côté d'Emmanuel, il y a aussi tout un ensemble de questions qui se posent. Il vient de confier au Guardian qu'il n'a jamais été un adolescent, qu'il n'aime pas les adolescents, il ne les comprend pas. Oui, c'est la caractéristique quand on est violé, enfant ou adolescent, on est privé de son enfance ou de son adolescence. C'est une conséquence directe. Et vous savez que le psychiatre italien Adriano Segatori dit que c'est pour cela que Macron est un sociopathe et qu'il est pervers, parce que ça a fracassé son identité. C'est extrêmement grave. Il y a eu la suppression du classement de sa promotion à l'ENA, tout à fait inhabituel. Il y a eu le fait qu'il est devenu gérant associé chez Rothschild après 3 ans de boîte et sans avoir jamais rien fait de remarquable. S'il avait montré un talent, s'il avait été le Mozart de la finance, ça pourrait se comprendre, mais il n'a rien montré de particulier. Mais il est nommé associé gérant chez Rothschild. Il est très à la bonne avec David de Rothschild et avec Brigitte. Il ressemble beaucoup à Liliane de Rothschild. Alors ça veut rien dire. D'accord, c'est pas une preuve. Mais quand même, il ressemble ni à son père ni à sa mère. Sa mère, Emmanuelle Macron, qui par ailleurs a été médecin conseil des assurances sociales pour les transitions de genre, on a découvert ça en cours de route. Il y a par ailleurs une ressemblance étonnante avec Jean-Jacques Trogneux, qui est le fils de Jean-Michel. D'où l'hypothèse avancée par certains qu'en fait, Brigitte pourrait être Jean-Michel, père d'Emmanuel Macron, qui a fait une transition de genre et qui, de manière incestueuse, a une relation avec son fils. Cela dit, d'autres personnes sortent des photos d'un personnage présenté par Brigitte comme Jean-Michel Trogneux,
qui vit à Amiens, qu'on appelle le Petit Gros, qui était là à la séance d'investiture. Et une nouvelle fois, moi je ne suis pas en mesure de dire c'est ceci ou c'est cela. Candace affirme, Brigitte et Jean-Michel qui a fait une transition de genre, en ce qui me concerne, je n'affirme rien. Je dis juste, il y a tellement d'éléments obscurs dans cette affaire qu'on est en droit de se questionner et qu'on ne peut pas faire semblant qu'il n'y a pas de problème. Dire quel est le fin mot de l'histoire, cela est impossible. Et puis alors, il y a un autre élément qui m'a frappé depuis le début. C'est que les Macron entretiennent en permanence la confusion. Avec des postures, des attitudes, avec des protubérances visibles au niveau de l'entrejambe. Alors on dit oui, mais c'est des plis de la robe. Ce sont des photos authentiques, hein, elles n'ont pas été retouchées, c'est des photos de presse. À gauche, si je ne m'abuse, c'était en Suède, dans une soirée de gala donnée par le roi. À droite, ça a été publié dans Gala. Moi, j'ai été en couple pendant la plus grande partie de ma vie. Jamais mes compagnes, lorsqu'elles portaient des robes, je n'ai vu le moindre cliché avec ce genre de pli dans l'entrejambe. Il y a ces photos qui fuitent. Il y a ces autres clichés invraisemblables de prothèses mammaires exubérantes chez Brigitte. Alors, depuis Wonderbra, on sait que ces dames aiment bien se rembourrer un petit peu à l'endroit de certains de leurs atouts. Enfin, de nouveau, je n'ai pas souvenir d'autres personnalités publiques féminines chez qui on ait vu ce genre de positionnement. Et puis ce genre de changement, tout d'un coup elle a des obus de dingue, tout d'un coup il y a plutôt des gants de toilette. Et puis une gestuelle. Regardez ces quelques extraits. Montez ta voix qu'on se rende compte. Ce que ça donne quand tu l'as fait, parce qu'elle plonge. Isma, le réel, ok. Ok. Où va-t-elle comme ça ? Bonjour. Hai vợ chồng. Alors, vous voyez, c'est quand même étonnant parce que supposons que Brigitte soit Jean-Michel qui soit devenue Brigitte. Bon, elle est terrifiée à l'idée que ça se découvre, elle va pas s'exhiber avec une protubérance sous la robe, des seins de travers et marcher comme un camionneur. Je suis désolé. Ou alors, c'est une des hypothèses de Candace Owen, en fait, dans leur perversité, ils ont un désir inconscient d'être pris et arrêté, et donc ils multiplient des espèces de signes pour montrer qu'il y a quelque chose qui joue pas. Mais c'est très étonnant, parce que si moi, je me transformais en femme, et je voulais surtout pas que ça se sache, je ferais attention d'être le plus efféminé possible en permanence. Je marcherais en me dandinant. J'essayerais de copier les démarches et la gestuelle des femmes, mais vous voyez, je ne ferai pas comme ça. Et donc c'est ça qui est très très étonnant, c'est le fait de montrer et de cacher en même temps. Où là, vous voyez, elle a eu recours à la chirurgie esthétique, ça s'est su par Mimi Marchand qui voulait se venger d'elle à ce moment-là, mais elle a été se faire opérer par Patrick Buy, spécialiste des changements de sexe. Et à son propre mariage, elle a choisi un tailleur crème de Barbara Buy, créatrice androgyne française, qu'on voit à droite sur la photo. Et donc, c'est ce motif de montrer et de cacher en même temps de manière permanente. Alors, cela dit, c'est un des motifs du temps. Je l'ai appelé, en ce qui me concerne, cacher en pleine lumière. C'est-à-dire qu'on montre, on dit, mais
on criminalise le fait de remarquer ce qui a été dit. Et il y en a eu d'innombrables exemples pendant la crise du Covid, où c'était en permanence comme ça. Un autre exemple que j'ai trouvé très intéressant récemment, c'est cette fameuse séquence où Macron, avec Starmer et Merz, dans un wagon à Kiev, arrive près d'une table sur laquelle traîne un paquet de cocaïne ou un mouchoir, avec une petite cuillère pour consommer la cocaïne ou pour touiller son café. Je vous repasse la scène. Et vous voyez que le commentaire, c'est Macron bouge avec la dextérité d'un dealer de drogue professionnel. Et là, hop, il chope le paxon, il met sur la table, petit sourire, et cette expression presque de jubilation. Vous voyez, je me suis presque fait prendre, mais en fait, c'est moi qui suis en train de vous embobiner. Et même chose, pour Merz, si je ne m'abuse, je vais juste vous le repasser pour que vous puissiez le voir. Vous voyez qu'il lui aussi, hop, je chope la petite cuillère. Alors, c'est de nature à soulever les soupçons, parce que évidemment que les conseillers en communication aujourd'hui de chefs d'État ou de gouvernement comme ça ne laisseraient jamais un mouchoir traîner dans une pièce avant que les journalistes entrent et que les chefs de gouvernement en question s'assiedent. C'est pas envisageable une seconde. Ça ne peut pas être mis sur le compte d'une négligence. Ça a évidemment beaucoup fait jaser sur les réseaux sociaux, et toujours avec le même registre. Les complotistes ont osé dire que ça pouvait être un paxon de cocaïne, mais toute la scène est tellement improbable. Et au fond, ce que génère ce genre de circonstances, Macron se fait frapper, mais on dit non, n'allez pas penser qu'il s'est fait frapper. Macron escamote un truc douteux, mais non, n'allez pas penser qu'il a... C'est qu'au fond, ça sidère. Ça fait un clivage dans le psychisme, parce que vous voyez quelque chose de douteux, et on vous adresse l'injonction de ne pas avoir remarqué qu'il y avait quelque chose de douteux. Donc voilà, en ce qui me concerne, je ne sais pas quelle est la bonne réponse. Le fait qu'eux-mêmes, ils pourraient très facilement, même en truquant, clore l'affaire. Ils auraient pu le faire depuis le début. Ça aurait été très simple. Ils ne l'ont pas fait. Donc soit ils font diversion, et il y a quelque chose d'encore plus gros derrière. On évoque par exemple une possible filiation de Macron avec les Rothschild. C'est pas impossible. Et à ce moment-là, la polémique autour du couple et du genre de Brigitte serait une manière de détourner l'attention de tout le monde, de sorte à ce qu'on ne s'intéresse pas à ce qu'il faudrait voir. Et puis l'autre, il cherche à se faire prendre, mais quoi qu'il en soit, il est extrêmement difficile de savoir qui est cette personne. Si ce n'est, ça c'est une position que j'assume, que c'est quelqu'un de profondément dérangé, de profondément nocif, de profondément problématique, et qui n'est pas qui elle dit être. Alors on va terminer cette émission par un état des lieux de la situation actuelle. Que va donner cette plainte ? Alors, ce qu'il faut savoir sur le plan juridique, c'est qu'aux États-Unis, le système de droit est différent, mais une action en justice en diffamation repose sur des principes dont l'application varie selon que la personne visée est un particulier ou une personnalité publique. Le plaignant doit, pour avoir une chance de gagner, prouver 5 éléments différents. La personne accusée doit avoir déclaré de manière affirmative quelque chose de faux. La déclaration doit être diffamatoire, c'est-à-dire porter atteinte à la réputation du plaignant, et elle doit exposer au mépris public. C'est là où l'incrimination qu'une personne a changé de sexe ne relève pas de la diffamation en France, comme je l'ai dit précédemment. La déclaration doit être factuellement fausse.
si on arrive à démontrer la vérité d'une allégation, ça clôt immédiatement la procédure. La déclaration doit avoir été faite publiquement et il doit y avoir eu un préjudice en termes de dommages moraux, financiers ou professionnels. Et ça, c'est quelque chose que dans leur plainte, les Macron mettent beaucoup en avant. Ils disent ça nous a porté un tort considérable, où qu'on aille, les gens nous regardent bizarrement, ils chuchotent derrière notre dos, c'est absolument détestable. Là où la distinction existe, c'est que si le plaignant est une personnalité publique, il doit de surcroît démontrer que la déclaration a été faite avec une intention malveillante. C'est-à-dire que la personne savait que c'était faux, mais l'a dit en toute connaissance de cause pour nuire à autrui. Il y a notamment une fameuse jurisprudence du New York Times contre Sullivan datant de 1964, alors que si le plaignant est une personne privée, il n'a pas besoin de prouver que l'accusé savait qu'il mentait au moment où il mentait. Alors, c'est des causes qui sont difficiles à gagner pour les personnalités publiques à cause de cet élément de malice réelle, comme on dirait avec un anglicisme. À peu près 80% des poursuites échouent ou sont rejetées avant le procès. Il faut savoir qu'aux États-Unis, la liberté d'expression est très fortement défendue par le premier amendement de la Constitution. Vous avez le droit d'émettre une opinion, quelle qu'elle soit, sauf à ce qu'elle relève de ce que je viens de dire. Donc si je dis que Dupond-Moretti est un imbécile, que c'est un mauvais avocat et que c'est quelqu'un qui a pris des causes absolument détestables de manière répétée, ce qui prouve un penchant personnel problématique, vous voyez, ça c'est mon opinion. Si je dis que Éric Dupond-Moretti viole des petits-enfants, ce que je ne dis pas, à ce moment-là, je suis susceptible, en droit français, de relever de la diffamation, et en droit américain, il faudrait encore que je sache que je dis quelque chose de faux. Si je suis convaincu de ce que je dis parce que je crois avoir des informations, à ce moment-là, on entre dans cette zone de flou. Et donc c'est compliqué parce que c'est le plaignant qui a la charge de la preuve et le défendeur a un ensemble de ressources à disposition. Alors tout cela conduit nombre d'observateurs à penser, vous voyez, ça c'est un article du Irish Independent, que ça risque de leur revenir dans la face. Backfire, c'est un retour de flamme. Au niveau juridique, judiciaire, les avis sont un peu tranchés. Je vous ai mis deux exemples si vous souhaitez vous y référer. L'un, c'est Reuters qui a publié ça. C'est l'avis d'une juriste américaine qui explique précisément que ça va être très compliqué parce que, de toute évidence, Candace Owens est convaincue de ce qu'elle dit. Elle se dit pas une seconde, je n'y crois pas, mais je le fais pour embêter les Macron. C'est évident quand elle dit ouais Brigitte, tu es un mec et je vais t'exposer publiquement parce que je trouve que tu es un gros pervers. Elle est convaincue, elle y croit, elle peut se tromper. Et en droit américain, cela la protège. Donc, a priori, malgré tout, elle a une bonne protection. Toutefois, l'avocat d'Alex Jones, qui est un podcasteur un peu fantasque et assez complotiste américain, qui lui a été condamné, je ne me souviens plus du montant des dommages et intérêts, mais c'était phénoménal, c'était des centaines de millions, voire des milliards de dollars, lui dit, ceux qui disent ça va être plié en 2 temps, 3 mouvements, vous y allez un peu vite, parce que Candace y est allée très 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 violemment, et il n'est pas du tout dit que ça soit aussi simple que ça. Donc voilà, affaire à suivre, mais il est vrai que Candace est très remontée. Autant on peut critiquer certaines de ses positions ou le fait qu'elle elle saute comme ça aux conclusions, autant je trouve que c'est quelqu'un de courageux. Elle identifie qu'il y a un énorme problème à travers tout l'Occident. La pédocriminalité et le chantage à la pédocriminalité, c'est quelque chose qui encombre l'ensemble de nos États. On le voit aux États-Unis actuellement. Quoi que vous pensiez de Trump, et chacun est libre de penser ce qu'il veut, mais le fond de l'affaire en ce qui concerne Epstein, c'est que vraisemblablement 80% des démocrates et des républicains sont tenus dans le cadre de cette affaire. Le frère de Jeffrey Epstein, Mark Epstein, vient de répéter. Jeffrey m'a dit avant l'élection de 2016, si je disais ce que j'ai sur Trump et Hillary Clinton, l'élection serait annulée.
Donc on peut imaginer que Trump vient faire le ménage et nettoyer les écuries d'Augias. Ce qu'il apparaît quand même, c'est que pendant 15 ans, ça a été le meilleur ami d'Epstein, qu'ils étaient de virer. Ça ne veut pas dire que Trump ait violé des petits-enfants, je ne dis pas ça, mais on sait que ça n'est pas quelqu'un qui a des mœurs irréprochables, qu'il aime bien jouir de son pouvoir et de sa fortune, qu'il est sensible au charme féminin, et que les deux étaient très attirés par des modèles, des mannequins, on dit en français, dont l'âge moyen est entre 14 et 18 ans. Donc, la vérité, c'est probablement que tout le monde est tenu par ça. Attends, ce qui est intéressant, c'est que Candace, elle, qui a soutenu Trump très activement, vraiment, tant autour de... Parce qu'il faut savoir que Trump ne soutient pas le génocide à Gaza. Il participe, c'est même pas qu'il participe, il est coacteur du génocide à Gaza. Alors il a beau dire c'est malheureux pour les Gazaouis, si les États-Unis n'avaient pas opposé leur veto à toutes les résolutions au Conseil de sécurité de l'ONU, s'ils ne livraient pas des armes et ne finançaient pas Odos Netanyahou, il n'y aurait pas de génocide à Gaza. Donc ça n'est même pas que Trump soit complice du génocide, c'est qu'il est coacteur du génocide. Je suis désolé, je le dis d'une manière parfaitement objective. Et tant sur cette question que sur la question de « en fait, il n'y a pas d'affaire Epstein », Candace est très très remontée contre Trump, ainsi qu'une grande partie de la base MAGA. Et en ce qui concerne cette affaire, elle est déterminée à aller au bout. Et elle va creuser et creuser et creuser en montrant toutes les scories de cette affaire. Et une nouvelle fois que Dupond-Moretti ait pu avoir la carrière qu'il a eue, avec les inconduites judiciaires graves qu'il a manifestées, alors oui, bien sûr, dans le cadre de ce qu'il est licite de faire en tant qu'avocat, mais il y a un moment donné où, entre le légitime et le légal, il est essentiel que le légitime reprenne un petit peu le dessus, parce qu'on a quand même affaire à une bande de sales types de première espèce. Alors, Régis de Castelnau, je lui donnerai le mot de la fin, mais a commenté en disant « Ce Dupond-Moretti est un matu-vu, ça n'est pas un scoop. Tant qu'il était avocat, c'était son problème. Garde des Sceaux, c'était déjà beaucoup plus problématique. Mais maintenant qu'il n'est plus ni l'un ni l'autre, il devrait apprendre la discrétion. » Il est intervenu dans le cadre de la procédure pour lancer contre Candace un réquisitoire confus à base d'accusations délirantes où il était question d'extrême droite, de complot russe et de pèlerinage à Chartres. Ce n'était pas très malin, car il a affaire à forte partie et il n'est pas sûr qu'il soit équipé. Candace Owens vient de réagir, ça part aussi dans tous les sens, on ne comprend pas tout, mais ça envoie du lourd. Éric Dupond-Moretti est en train de se prendre une shitstorm des familles, c'est-à-dire une tempête de M. Pas sûr que ça fasse les affaires de Brigitte et Emmanuel Macron. Gardez-moi de mes amis. Donc voilà où nous en sommes aujourd'hui. On verra bien où tout cela nous mène. Il y a encore un certain nombre d'échéances judiciaires déjà en France, mais également aux États-Unis. Et puis au-delà de ça, c'est vraiment la question de ces élites qui tiennent un système complètement pourri et pervers, qui ne sont plus du tout au service de la collectivité. Jusqu'à quand, seront-ils capables de tenir ? La question est posée, mais avec la visibilité planétaire de cette affaire, je pense quand même que les choses se corsent un petit peu pour ceux qui tiennent la France garrottée, exsangue et pervertie. Et de ce point de vue-là, nous ne pouvons que nous en réjouir. Nous en resterons là pour ce tour d'horizon. Merci de m'avoir accompagné jusqu'au bout. L'émission est évidemment accessible en replay sur mes différents canaux. Et j'en profite pour remercier du fond du cœur tous mes abonnés et donateurs. C'est grâce à vous si l'effort dans lequel je suis engagé reste possible. Vous me donnez la possibilité de payer mes factures à la fin de chaque mois et d'avoir le temps nécessaire à toute la recherche documentaire dans laquelle je m'engage. Donc merci, merci, merci. J'ai choisi le modèle de la gratuité pour cette chaîne parce qu'il faut que ces contenus circulent le plus largement possible. Si vous avez envie de soutenir notre effort, il est possible de le faire avec une donation du montant de votre choix ou un abonnement à partir de 1 € par mois. C'est essentiel pour moi que tous les soutiens, même
les plus mesurés soient appréciés. On sait que les temps sont durs pour beaucoup de personnes, j'en suis le premier à être malheureux, mais en tout cas on est une grande communauté de gens de bonne volonté, de bonne foi et avec du courage, qui ne nous résignons pas à ce qu'ils sont en train de faire de nos pays. Et donc merci de tout cœur à vous tous qui êtes dans cette aventure, soit en me soutenant, soit simplement en étant là et parfois en rediffusant des contenus qui ont besoin de circuler. Merci beaucoup, à bientôt. La prochaine émission portera sur Israël et comment un peuple qui a subi la Shoah est capable de commettre ce qu'il commet à Gaza. C'est profondément triste, notamment pour toutes les personnes qui aiment le judaïsme, et j'en fais partie. C'est consternant et en même temps c'est malheureusement logique à la lumière de certains processus existants dans le domaine de la psychosociologie, mais aussi de la caste au pouvoir en Israël, et qui, à mon avis, est profondément antisémite, parce qu'elle est en train de complètement ruiner, saccager, violer la réputation d'Israël et du judaïsme. Donc rendez-vous si le sujet vous intéresse pour cette prochaine émission. Merci beaucoup, à bientôt, bonsoir.